Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde sur l'intelligence artificielle dans l'industrie et plus particulièrement dans l'aérien. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Tarek Ben Abdallah, qui est fondateur et directeur de Pelico, qu'il aura le plaisir de vous présenter tout à l'heure, Benoît Robillard, qui est un des dirigeants de la recherche opérationnelle d'Air France, et Jonathan Donnier, qui travaille pour Neural Concept. Et donc, pour commencer, et pour ma part, je suis Axel Parmentier, je suis chercheur à l'École des Ponts et où je m'occupe notamment de la chaire Intelligence artificielle pour l'aérien entre Air France et l'École des Ponts. Et pour commencer, je vous propose de laisser nos interlocuteurs commencer par présenter rapidement leur entreprise et présenter un petit peu leur parcours. Tariq, si tu peux commencer. Ouais, avec plaisir. Tout d'abord, merci pour l'invitation, Axel. Donc, Pelico, c'est une startup basée à Paris qui édite une plateforme logicielle qui aide les industriels à améliorer leur performance dans la gestion de leurs opérations au quotidien. Donc, c'est une plateforme qui agit comme un assistant intelligent pour les équipes opérationnelles, pour les aider à mieux gérer les opérations au quotidien. Et pour donner peut-être un peu plus de contexte autour de ça, aujourd'hui, on vit dans un monde où la complexité des opérations industrielles a complètement explosé. On est en pleine transformation. On passe d'une économie où on produisait un petit nombre de références en masse, où on cherchait à faire des économies d'échelle, à une économie où on a des produits qui sont de plus en plus personnalisés, de plus en plus complexes, qu'on produit dans des plus petits volumes et dans un contexte où la demande client n'a jamais été aussi incertaine. Et en fait, toute cette complexité va aller se répercuter directement auprès des équipes opérationnelles au quotidien, en usine, et notamment en usine. Et donc aujourd'hui, ça leur prend tous les jours, ça leur prend des heures juste pour savoir quels sont leurs points de blocage en croisant plein d'informations. Ça peut leur prendre des jours pour resimuler leur planning et avoir les meilleures stratégies de production. Et souvent, les plannings et le contexte changent plus vite que leur capacité à planifier. Et donc nous, Pelico, ce qu'on fait, c'est qu'on outille, grâce à la donnée, grâce aux maths, ces équipes pour qu'elles puissent être résilientes et avoir des stratégies de production qui fonctionnent, peu importe la volatilité. Et concrètement, juste quel est l'âge de l'entreprise? Vous êtes combien et combien de matheux ou d'ingénieurs là-dedans? Ouais, alors Pelico, donc c'est une entreprise qui a été créée il y a bientôt 2 ans. Ça fera 2 ans le 21 octobre. Aujourd'hui, donc on était 3 au départ dans un salon. Aujourd'hui, on a une trentaine et on a 6 postes ouverts. Et donc ça, c'est pour l'âge de l'entreprise. Et on est une équipe où il y a, sur les 30 personnes, il y a 26 ingénieurs, dont 6 matheux au total. Merci Tariq. Benoît? Oui, bah, je représente Air France KLM. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de présenter qui est Air France KLM. On est un acteur majeur de l'aérien avec environ, avant la crise, une centaine de millions de passagers transportés chaque année. Donc c'est assez phénoménal et un chiffre d'affaires d'environ 25 milliards d'euros. Mais c'est aussi Air France KLM, un groupe qui est en pleine transformation pour relever des défis. On a le défi actuel que tout le monde connaît de la crise sanitaire et d'accompagner nos clients de la meilleure des façons dans ce contexte-là. Mais on a aussi des défis de transition écologique ou d'amélioration de nos performances opérationnelles qui reposent beaucoup sur des décisions, de l'aide à la décision et donc des mathématiques derrière. Et c'est typiquement en ça que c'est hyper intéressant de bosser chez Air France KLM quand on aime les maths, parce que quand on regarde de plus près ce que c'est une compagnie aérienne avec un œil d'amoureux des maths qui est le nôtre, c'est une grande diversité de métiers, de la personnalisation client, au revenu management, à la maintenance des avions, à la finance, aux opérations en vol, opérations au sol. Il y a tout un tas de problèmes sur lesquels on veut prédire, optimiser, améliorer notre performance et qui concourent à faire que notre compagnie fonctionne bien et est rentable. Donc, typiquement, une compagnie aérienne, c'est un terrain de jeu extraordinaire pour l'intelligence artificielle et c'est ce sur quoi mon département travaille au quotidien. Donc, nous sommes une centaine d'ingénieurs en optimisation et data scientists qui travaillent pour l'ensemble de ces métiers du groupe
au quotidien pour livrer des solutions qui vont répondre à des besoins métiers, que ce soit de la maintenance prédictive des avions, que ce soit de la personnalisation client pour les ventes, que ce soit de la planification pour les personnels au sol ou personnels en vol ou les avions. On va travailler sur tout un tas de problématiques diverses qui vont aider à la compagnie à être plus efficace. Donc voilà, en quelques mots, ce que c'est Air France KLM et comment les maths aident à la rendre efficace. Merci Benoît. Merci Benoît. Et pour Neural Concept? Oui, bonjour à tout le monde. Donc moi, je représente donc Neural Concept. C'est une startup spin-off de l'EPFL à Lausanne, où on est encore. On a commencé il y a environ 3 ans au laboratoire de vision. Donc nous, notre mission, c'est de mettre la puissance du deep learning à disposition des entreprises dans le milieu de l'ingénierie. Par exemple, l'automobile, l'électronique, l'optique, l'aviation, pour changer les manières dont les produits sont conçus. Donc le but, c'est de mettre la simulation et l'optimisation directement dans les mains des designers. Donc en gros, pour faire simple, au lieu de devoir passer par des équipes de simulation, d'attendre des heures ou des jours pour évaluer chaque design, nous, ce qu'on veut, c'est mettre une application directement dans les mains du designer et l'application va reproduire des simulations grâce à des réseaux de neurones en une fraction de seconde. Donc ça permet de réduire les temps de développement des produits de plusieurs mois à quelques semaines et de pouvoir, par exemple, explorer en un seul jour des millions d'alternatives pour chaque design et donc concevoir des meilleurs produits. Donc là, dans ce domaine du machine learning pour l'ingénierie, on est des pionniers. Donc aujourd'hui, on a plus de 30 clients dans un certain nombre d'industries. On a participé, entre autres, à battre des records du monde de vitesse grâce à des méthodes d'optimisation qui sont couplées à nos réseaux de neurones. Voilà, en ce qui concerne l'équipe, donc on a commencé, je disais, il y a 2 ou 3 ans. On est environ une quinzaine, avec essentiellement des profils techniques. Voilà, on est en pleine croissance, donc je parlerai un peu plus tard, je pense, des types de profils qu'on peut avoir dans l'entreprise et de ce qu'on peut faire. Et concrètement, tu pourrais nous donner un exemple du type de pièces au design desquelles vous aidez à optimiser? Laisse-moi réfléchir à ce que j'ai le droit de dire. Non, mais ça peut être, on peut imaginer un peu n'importe quelle pièce dans une voiture, par exemple. C'est là que ce qu'on fait assez intéressant, c'est on découvre vraiment la variété des industries, des domaines et des types de pièces dans lesquelles la simulation intervient et l'optimisation. C'est vraiment un peu tout et n'importe quoi peut être optimisé, que ce soit pour des vibrations, du bruit, de la solidité, etc. De la coque de la Formule 1 à la boîte de vitesse d'une 4L, quoi. Exactement. Donc, une deuxième petite question à vous tous, c'est donc déjà comment on arrive à… je suppose que vous avez fait des études, dans vos études, vous avez fait des maths, et puis aujourd'hui, vous arrivez dans ce type d'entreprise. Comment on arrive là et racontez-nous un peu votre parcours. Si tu veux commencer, Tariq. Ouais, avec plaisir. Donc, à titre personnel, je suis ingénieur de formation, ingénieur en maths appliquées. Et puis, j'ai démarré au tout début de ma carrière. Je travaillais j'ai fait mon stage de fin d'études dans un labo de recherche de maths appliquées à Cachan, où il fallait optimiser des algorithmes de recommandation de produits pour des sites de e-commerce. Et ensuite, donc, j'ai bifurqué sur sur le logiciel et la data. On appelait ça le data mining à l'époque. Et je me suis passionné pour le sujet. Et puis, je me suis surtout posé la question il y avait beaucoup d'applications à l'époque qui étaient beaucoup dans la pub en ligne, dans le e-commerce, dans ce nouveau monde un peu digital. Et moi, je cherchais un endroit pour faire ça, pour mettre ça en place dans l'économie réelle et pour des problématiques concrètes. Et donc, en travaillant chez un autre éditeur de logiciels avant de créer Pelico, j'ai découvert un peu par hasard le monde de l'usine. Donc, avant d'y mettre les pieds, je pensais qu'une usine, c'est un endroit où il y avait plein de machines, on appuyait sur des boutons et puis il y a des produits qui sortaient. Mais la réalité, en allant sur place, on se rend compte que c'est beaucoup, 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 beaucoup plus complexe. Parce que si vous devez faire un plan de production, par exemple, quand vous arrivez le matin, vous arrivez à 7h. À 7h10, vous apprenez qu'un fournisseur va livrer le jeudi au lieu du mardi.
À 8 heures, vous apprenez que des opérations de la veille ne sont pas tout à fait finies. À 9 heures, vous apprenez que telle machine ne sera pas dispo parce qu'il y a une action de maintenance à faire et qu'il y a une nouvelle commande qu'il faut absolument prendre parce que c'est un bon client. Et donc, toutes ces problématiques-là, elles sont trop complexes pour être processées par les équipes au quotidien. Et quand on y regarde de plus près, c'est savoir comment réagir de façon optimale à ces aléas quotidiens de la production industrielle, c'est des problématiques de maths. Et c'est comme ça, dans cette volonté d'appliquer les maths à des problématiques concrètes et réelles et sur ces problématiques industrielles, c'est sur cette idée en fait qu'on a eu la volonté de créer Pelico et qu'on a monté cette entreprise. Et alors, des problématiques de la vie réelle qui arrivent de bon matin ou dans l'après-midi, ça arrive chez Air France? Oui, ou les matheux Ça arrive tout le temps. les matheux doivent Ça arrive tout le temps, hein. C'est notre lot quotidien, j'ai tendance à dire, mais c'est aussi quelque chose qui arrive des métiers, mais c'est aussi des choses qu'on pousse. Il faut savoir que notre rôle aussi, c'est de montrer à nos métiers, enfin à tous les opérationnels du groupe, ce que l'IA peut apporter aujourd'hui de par les avancées qu'il y a eu ces dernières années. Donc c'est en ça que ce métier est passionnant parce que vraiment, d'année en année, on se découvre de nouvelles capabilities, de nouvelles possibilités qu'on peut mettre à disposition de nos métiers pour les rendre plus efficaces et mieux atteindre leurs objectifs et mieux servir les clients, nos passagers à la fin. Donc c'est vraiment ça notre quotidien. Et alors toi, comment tu es arrivé là? Alors moi, j'ai un parcours assez similaire à celui de Tariq finalement. Je suis ingénieur en informatique et maths appliquées de formation. Après, j'ai découvert la recherche opérationnelle durant cette formation. Donc la recherche opérationnelle qui mêle justement de manière assez forte la partie maths et la partie informatique. Et je me suis passionné pour ça, au point d'en faire un double diplôme avec un master en recherche opérationnelle et une thèse derrière, toujours sur le sujet. Et puis, à la fin de cette thèse, je me suis rendu compte que je voulais utiliser ces compétences, mais pour des problématiques vraiment concrètes. C'est ce que je viens de dire juste à l'instant, mais avec un métier en face, avec des gains sonnants et trébuchants, avec un objectif qui me fasse avancer le matin quand je me lève et qui me rende fier. C'est comme ça que je suis arrivé chez Air France et j'ai travaillé sur des problématiques notamment de planification des personnels navigants, donc les plannings des hôtesses et stewards de la compagnie. C'est 10 000 plannings qu'on construit tous les mois avec seulement 3 heures pour construire les plannings de la manière la plus optimisée pour la compagnie en termes économiques, mais aussi d'optimisation du social, parce qu'il faut savoir qu'un planning sur la vie des hôtesses et stewards, ça a un impact fort, donc on essaie de maximiser aussi leurs préférences. C'est une problématique extrêmement complexe d'un point de vue mathématique, extrêmement engageante d'un point de vue social et d'un point de vue impact pour la compagnie, et qui donc m'a bien occupé pendant quelques années, de 2012 à 2017, avant que je prenne un rôle un petit peu plus large de management, parce que je me destinais ensuite, j'avais une envie d'évoluer vers du management. Voilà, je reviendrai peut-être dessus après, mais j'ai fait un presque demi-tour depuis. Je continue à faire du management parce que j'adore ça, mais j'ai décidé de me réorienter encore plus vers du technique ces dernières années pour devenir directeur technique du département et vraiment de m'assurer qu'on tire le meilleur parti de la data pour le groupe pour les années qui viennent. Et je demandais tout à l'heure à Tariq de revenir sur est-ce que dans une usine, voilà, est-ce qu'optimiser est si simple que ça ou il faut aussi prendre en compte les aspects sociaux à côté des critères économiques, etc. Juste avant, peut-être demander à Jonathan de nous raconter un peu son parcours et puis on reviendra là-dessus. Ouais, avec plaisir. Donc, moi aussi, je suis ingénieur de formation, donc avec un diplôme en maths appliquées. Après ça, j'ai fait une thèse à Paris un peu entre mathématiques, physique et finance. Donc, c'est vraiment super. Mais après la thèse, j'avais envie de me rapprocher un peu de problèmes un peu plus concrets. J'ai toujours aimé en fait, construire des choses de zéro. Et là, j'ai une certaine de mes connaissances qui lançait une start-up dans le milieu de la musique où ils voulaient faire des algorithmes pour faire de la reconnaissance de musique, un peu comme Shazam.
et il fallait tout construire de zéro en utilisant du machine learning. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on a utilisé. Assez rapidement, cette boîte, on l'a vendue à Spotify. Donc là-bas, j'ai un petit peu bifurqué. Je suis parti dans les laboratoires de recherche qui faisaient de la génération de musique, qui créaient des outils basés sur l'intelligence artificielle pour aider les compositeurs à faire de la musique. Donc, on s'est pas mal amusé. Après quelques années, j'avais quand même envie de revenir dans des aventures de start-up. Donc, j'ai rejoint Neural Concept ici pour diriger les activités de recherche et développement. Quelque chose qu'on voit dans ton parcours, mais qu'on voit un peu partout et qui, à mon avis, est une des chances qu'on a quand on fait des maths appliquées pour l'industrie, c'est que comme les maths ne sont pas une science en particulier, mais le langage de la science, on peut aller vers plein d'applications et plein d'applications extrêmement variées. Donc là, on voit Jonathan qui fait, si j'ai bien compris, de la finance, de la musique et de l'optimisation de design de Formule 1, de voitures et d'avions. Benoît et Tariq ensuite sont peut-être dans un secteur plus précis chacun, mais néanmoins, peut-être que Tariq fait différents types d'usines et puis les problématiques qu'il y a à l'intérieur sont extrêmement variées. Et chez Air France, je suppose que la maintenance et le planning des pilotes et stewards, c'est pas exactement la même chose. Il y en a un qui se rapproche plus de l'usine, un qui se rapproche plus de faire des plannings et des choses qui seraient plus dans le relationnel. Et donc, je pense que c'est quelque chose, je ne sais pas si vous avez envie de réagir là-dessus, mais je pense que c'est une chance qu'on a quand on est ingénieur en maths de pouvoir toucher à plein de secteurs. Ah oui, je suis complètement d'accord. Et c'est sûr que c'est ce qui me plaît dans cette formation, d'avoir pu toucher à autant de choses. Et même maintenant, dans une entreprise Neural Concept, être en relation avec autant d'industries différentes qui ont des problématiques aussi différentes, je trouve ça c'est vraiment passionnant d'avoir surtout un outil comme le machine learning qui en fait permet de répondre à tellement de choses, qui est un outil vraiment puissant et assez générique d'une certaine manière. Du coup, est-ce que tu te passionnes un peu pour les gens pour qui tu travailles, des clients, en fait? Gens pour qui tu travailles, des clients, en fait. J'ai pas bien entendu la question parce qu'il y a un écho. Du coup, je disais, est-ce que tu arrives par les maths aux problématiques de tes clients, mais j'ai l'impression que c'est aussi ça qui te passionne, c'est de découvrir la diversité de ce que font les gens dans différents métiers, je ne sais pas, peut-être dans l'aviation, dans les voitures, etc. Et de voir la complexité de ce qu'ils font et l'intérêt aussi, et puis de voir que tu peux y être utile pour tous ces gens-là. Ah oui, totalement. Et donc, Tariq? Ouais, moi j'aimerais peut-être rajouter un point là-dessus, c'est que moi je suis sincèrement jaloux des étudiants et de la génération qui arrive aujourd'hui, parce que par rapport au moment où moi, à titre personnel, j'étais diplômé, parce que aujourd'hui il y a une vraie révolution dans les entreprises, qui est la révolution de la donnée. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises prennent conscience de l'intérêt d'utiliser la donnée, de mettre ça dans leur process au quotidien et de mettre ça au cœur vraiment de leur business et de toutes les décisions qu'ils prennent. Et donc, on est quand même passé sur cette dizaine d'années d'un monde où les problématiques étaient assez localisées à aujourd'hui, les technologies, notamment sur le traitement de la donnée, sur tout ça, permettent en fait de complètement démocratiser l'accès à ça et puis une prise de conscience de la part des dirigeants dans toutes ces entreprises de l'intérêt que ça avait d'exploiter tout ça. Et pour exploiter tout ça, pour créer de la valeur, il y a des maths derrière. Et puis le champ d'application aujourd'hui, le terrain de jeu, aujourd'hui, il est, je pense, beaucoup plus large qu'il y a une dizaine d'années. Donc voilà, moi c'est pour ça que, à titre personnel, je suis vraiment jaloux du terrain de jeu des étudiants aujourd'hui versus il y a 10-15 ans. Est-ce que tu peux nous donner, s'il y a une révolution en 10 ans, est-ce que tu peux nous donner des exemples un peu concrets de choses qui étaient impossibles il y a 10 ans et que tu trouves absolument génial de faire aujourd'hui? Tout simplement sur les problématiques que nous, on traite aujourd'hui chez Payco, par exemple, qui est comment est-ce qu'on outille les équipes opérationnelles en usine pour faire face à cette complexité. Les technologies, aujourd'hui, on vit dans un monde qui est tellement volatile qu'il faut être capable de prendre des nouvelles décisions toutes les heures, toutes les demi-journées. Avant, pour traiter ces données-là,
pour faire tourner ces algorithmes, pour collecter En fait, il y a toute une chaîne de valeur pour que les maths servent à quelque chose et créer de la donnée. Il faut collecter ces données, il faut les processer, il faut les traiter, il faut faire tourner ces algorithmes, il faut les mettre entre les mains donc des bons utilisateurs. Pour faire tout ça, les technologies à l'époque, elles permettaient de faire ça en plusieurs heures. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut faire en quelques secondes et de plus en plus facilement. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, chez Pilico, par exemple, on peut construire un assistant intelligent pour des contrôleurs de production en usine, ce qui était beaucoup plus compliqué il y a une dizaine d'années. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair pour toi, Axel. Ça paraît très clair. Et c'est un autre écho que je voulais donner, c'est que finalement, il y a 30 ans, vous aviez un diplôme de maths. Fallait un peu faire un choix entre les maths et l'industrie, dans le sens où il y avait quand même relativement peu d'endroits où on pouvait faire des vraies maths qui avaient un impact direct au quotidien dans l'industrie. Pourquoi? Parce que pour pouvoir avoir des algorithmes qui ont un impact direct, il y a d'une part la puissance de calcul, mais aussi les données et les process, et il n'y avait pas la maturité nécessaire du point de vue de l'industrie pour que les maths puissent être utiles. Ça, j'ai l'impression que ça a complètement changé. Et que c'est pour ça qu'on voit une accélération phénoménale du côté start-up notamment, mais un petit peu partout. C'est que le nombre de choses que l'on peut faire aujourd'hui quand on est un matheux et qu'on vient dans l'industrie est infiniment plus grand, même qu'il y a 10 ans. Et est-ce que Benoît, tu pourrais nous dire, par exemple, chez Air France, des choses que tu as vues changer en 10 ans, des choses qui n'existaient pas il y a 10 ans et qui aujourd'hui sont incontournables? Je pense que de manière générale, il y a une dizaine d'années, on n'avait quasiment pas de machine learning, ou en tout cas, comme le disait Tariq, c'était du data mining ou de la statistique avancée, on va dire. Depuis, on a mis en place des choses quand même très pointues. Par exemple, un système de revenu management complètement développé en interne pour aller gratter ce petit pouillème d'optimisation de revenus qui représente énormément pour nous, qui représente le fait qu'on... Tu peux nous expliquer ce qu'est le revenu management, parce que je ne suis pas sûr que tous nos auditeurs le sachent. Oui, bien sûr. Le revenu management, c'est décider quelle classe de tarifs on ouvre pour nos clients à tout moment pour bien gérer, en tout cas, l'optimisation de nos revenus sur le temps. Donc, nos vols sont ouverts la plupart du temps près d'un an à l'avance. Mais on sait qu'on a des clients qui vont réserver très tôt, on sait qu'on a des clients qui vont réserver très tard. Et en fonction de ça, on va ouvrir des classes tarifaires à différents moments pour piloter le remplissage de nos avions et l'optimisation du revenu. C'est ça le revenu management. Et c'est ça qui fait toute la différence entre une compagnie aérienne qui va être rentable au niveau des recettes ou pas. Parce que je vous ai mentionné que Air France KLM, c'est 25 milliards de revenus. Mais à la fin, dans la poche d'Air France KLM, le bénéfice, les années avant la crise, c'est 250 millions à peu près. Donc, c'est moins d'1% du chiffre d'affaires. Donc, vous vous rendez compte à quel point optimiser le revenu management, qui est la plupart de la recette qu'on va avoir, a un impact significatif sur le fait que la compagnie se porte bien ou non. Sur un autre exemple, je crois qu'Air France a aussi été pionnier du côté de la maintenance prédictive. Tu peux nous expliquer un peu ce que vous avez fait ? Oui, c'est un autre, je pense, une success story chez nous qui est assez incroyable. En 2015, donc à une époque où effectivement c'était encore assez peu la mode du machine learning, un ingénieur de la maintenance est arrivé en disant: j'ai collecté des données de capteurs de l'avion depuis quelques temps sur un disque dur. Donc il avait 1 téra de données, ce qui semble très peu aujourd'hui. Il a dit: je suis sûr qu'on peut exploiter ces données pour arriver à détecter si on peut pas... Voilà, pour anticiper des pannes, prédire des pannes qui vont avoir lieu à l'avenir. Et notamment, c'était un problème qu'on avait beaucoup sur nos A380. On savait que les pompes à carburant pouvaient avoir des défaillances de manière assez régulière. Alors, aucun risque opérationnel parce qu'il y a suffisamment de pompes pour faire en sorte que l'avion continue à voler même s'il y en a une qui tombe en panne. Mais en tout cas, on préfère anticiper la réparation plutôt qu'à un moment immobiliser l'avion à l'autre bout du monde. Donc, on a pu utiliser ce petit, entre guillemets, téra de données pour montrer qu'on arrivait à prédire quelques pannes avant qu'elles arrivent. Et on a lancé un projet de maintenance prédictive en 2015 qui continue à vivre aujourd'hui et nous rapporte des millions chaque année et assure aussi à nos clients que nos avions ont moins de chances de tomber en panne
quand ils sont à bord et qu'ils attendent que l'avion décolle et qu'on leur dit parfois il y a une avarie, il va falloir qu'on procède à une maintenance. On évite maintenant beaucoup plus ça grâce à cette maintenance prédictive. Et aujourd'hui, ce n'est pas 1 téra de données qu'on a sur un avion, mais c'est des dizaines de téras de données qu'on exploite chaque jour pour pouvoir faire cette maintenance prédictive sur différents composants de l'avion et rendre nos voyages plus sûrs. Merci Benoît. Et toi, Jonathan, est-ce que tu peux nous... Je pense que de Neural Concept, à peu près rien n'était possible il y a 10 ans. Peut-être nous raconter un peu la révolution qui a rendu ça possible et le type de nouvelles applications impensables il y a 10 ans que vous faites? Oui, exactement. C'est vrai, voilà, qu'il y a, je pense, 10 ans, on n'aurait pas toutes ces données. Enfin, il y a bien sûr les algorithmes, etc., mais toutes ces données qui nous permettent d'entraîner nos modèles. Donc oui, cette révolution qu'on porte, qui est d'apporter le machine learning dans la simulation, d'accélérer énormément tous les processus de design, de mettre de la simulation dans les mains directement du designer qui n'est pas expert dans le domaine, en l'intégrant dans leurs outils. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit un peu dans toutes les industries, l'aviation, automobile, électronique, pour un peu n'importe quel problème physique, que ce soit mécanique des fluides, structure, électromagnétique, optique. Donc, bon, pour l'instant, on voit quand même qu'on est dans une phase on observe une curiosité, un désir de se lancer dans le machine learning de la part de nos clients. Et notre rôle vraiment, c'est de les accompagner dans la transition en leur prouvant que la technologie marche, que c'est mature, que ça peut être utilisé en production par les équipes de design. Voilà, pour l'instant, on voit que ceux qui s'y intéressent, c'est essentiellement les départements R&D ou les méthodes plus avancées, voilà, qui s'intéressent aux outils. Mais notre rôle, c'est vraiment de montrer tout le potentiel en production et de montrer que, voilà, de pouvoir mettre ces outils dans les mains de gens qui ne connaissent rien au machine learning. Et on a un vrai travail pour rendre le machine learning accessible, robuste et intuitif pour tous. Et je pense que c'est un peu la suite de Alors, cette... pour comprendre un petit peu, si j'essaie de voir, je prends un exemple, j'ai envie de fabriquer un avion, parce qu'on a parlé beaucoup d'avions avec Air France, et je veux concevoir une nouvelle aile pour mon nouveau prototype. Si j'ai bien compris, il y a 30 ans, j'avais une idée, je devais fabriquer l'aile, et puis quand l'avion arrivait à décoller, je commençais à savoir si c'était une bonne. Si j'ai bien compris, il y a 20-30 ans, maintenant, on a commencé à savoir simuler ça. Donc avant de lancer un prototype et de le voir se cracher, on a commencé à faire tourner des codes de mécanique, d'équations dérivées partielles, qui va simuler la mécanique et qui va permettre de voir si l'avion décolle ou non. Et donc, quand il décolle, a priori, tout se passe bien. Vous faites quelque chose d'autre. Si j'ai bien compris, vous allez carrément aider à la conception de l'aile. Donc là, c'est plus le département qui doit tout faire, mais vous pouvez faire plus. En fait, il y a deux parties. Il y a une partie qui est, donc tu as bien expliqué que maintenant on peut simuler, on n'a pas obligé de faire des prototypes et d'aller en soufflerie, etc., ou de faire des essais grandeur nature. Donc, il y a depuis quelques dizaines d'années, on peut faire des simulations numériques, mais le processus de simulation numérique est toujours assez compliqué, il est long, il requiert des interactions avec des spécialistes en simulation. Donc nous, ce qu'on veut, c'est apporter une première étape qui court-circuite tout ça pour commencer, ou disons qui permet de packager toute l'expertise des ingénieurs en simulation dans un produit qui est accessible, instantané. Et donc ça va être, disons, la suite de la révolution, ça va être de pousser ça de plus en plus loin pour pouvoir intégrer ça dans peut-être des boucles d'optimisation de systèmes complexes qui peuvent contenir des physiques multiples. Donc, ça peut être optimiser l'aérodynamique, l'acoustique, la structure. Pour des pièces, ça peut être optimisé de manière jointe un grand nombre de composants dans un produit. Donc là, c'est vraiment là où on veut aller. Et donc la révolution qu'on espère voir arriver dans les 5-10 années qui viennent. Et alors juste, donc on prend beaucoup d'exemples de conception qui sont plutôt côté mécanique, etc. Un autre endroit où on fait des équations dérivées partielles, c'est en chimie, et donc je pense notamment à un des domaines après pour lequel il y a le plus de fonds de recherche dans l'industrie, qui est la pharmacie. Est-ce qu'on peut imaginer, on peut imaginer, parce qu'on le fait déjà, des EDP pour simuler le comportement des molécules. Est-ce qu'on peut imaginer plus tard arriver à aider à concevoir des molécules avec ce type d'approche?
Pourquoi pas? Pour l'instant, ce n'est pas nos clients principaux. Mais j'imagine, enfin, je suis surpris un peu tous les jours des nouveaux clients qui arrivent chez nous, qui sans doute ont des idées qu'on n'aurait pas. Donc, sans doute. Et alors, peut-être là, revenir ensuite sur le côté de révolution. Vous portez des révolutions un peu différentes. Donc, il y a Benoît chez Air France, qui est une entreprise qui a quelques années maintenant. Je ne sais pas si tu sais nous dire combien, Benoît. 88 ans la semaine dernière. Donc, qui commence à être vénérable. Nora Le Concept et Pellico sont un peu plus jeunes. Est-ce que le métier est très différent pour un matheux, quand on travaille chez Air France ou quand on travaille, donc qui serait plutôt qui serait une grosse entreprise qui serait plutôt un client de Neural Concept ou de Pellico, et quand on travaille chez Air France où là, on a un domaine, on ne va pas s'amuser à faire quelque chose de complètement différent le lendemain. Et voilà, est-ce qu'il y a une approche différente des mathématiques, à votre avis? C'est une question difficile que tu nous poses, parce qu'elle est légèrement collégiale. Je me lance. Je pense qu'il y a un certain nombre de similitudes, dans le sens où notre travail, c'est d'utiliser les mathématiques appliquées pour un besoin métier, in fine, et de s'adapter aux besoins métiers en utilisant notre bagage informatique et mathématique pour répondre à cette demande. Ce qui va faire une différence, c'est peut-être le nombre de personnes qu'on va avoir et le degré d'expertise. Je pense que les équipes de Tariq et de Jonathan vont certainement aller plus en profondeur sur certaines technologies pour créer une valeur différenciante pour leurs produits. Là où dans une entreprise comme la nôtre, on va être très drivé par un business case et on va avoir une approche qui va être très équilibrée entre le pragmatisme de l'argent qui va en découler et de l'approche qu'on va avoir. On ne va pas forcément chercher le modèle parfait pour répondre à un besoin. On va chercher quelque chose qui apporte de la valeur et sur lequel on va pouvoir construire dans le temps et améliorer au fur et à mesure. Je pense qu'en ça, le travail est peut-être un petit peu différent, mais je laisse Tariq et Jonathan me dire si j'ai raison ou tort sur ça. Je pense qu'on peut que ne pas être d'accord. Non, très concrètement, donc, en tout cas dans notre cas, dans le cas de Pellico, donc nos clients, c'est des grands groupes, c'est des industriels établis principalement. Ces clients-là, pour travailler avec eux, ils ont des exigences. Ils sont drivés par les mêmes contraintes que Benoît. Ils attendent des résultats et ils attendent des ROI. Et souvent, la barre peut être un peu plus élevée parce qu'on vient de l'extérieur et qu'on a un enjeu qui est un enjeu de construire un produit dans une approche qui est réplicable et réutilisable auprès de plusieurs clients versus traiter un cas d'usage dans un endroit très local, très ponctuel. Donc ça relève encore. Donc il y a cette double exigence d'apporter plus de valeur que les équipes en interne et de concevoir un produit qui est réutilisable et qui résout plusieurs problèmes dans plusieurs contextes. Donc je pense que l'un des inconvénients, enfin les avantages que ça peut avoir, c'est qu'en travaillant dans peut-être une plus petite structure, on peut avoir des boucles d'itération beaucoup plus rapides, on peut avoir des cycles beaucoup plus rapides et une culture qui se prête à traiter ce genre de projet. Les difficultés qu'on peut avoir, je pense, par rapport aux équipes de Benoît, c'est que nous, quand il nous manque une donnée ou quand il nous manque une info contextuelle, on ne va pas au couloir d'à côté. On est obligé de formuler une demande, d'être sponsorisé par quelqu'un. Et donc, il y a des difficultés qu'on traite autour des maths qui sont liées à la gestion de ces projets et pour mettre ça en place et créer de la valeur. Versus quand on est dans ces grandes entreprises-là, les projets durent peut-être beaucoup plus longtemps, mais on peut aller chez le couloir du voisin, quoi. Toquer à la porte du voisin dans le couloir d'à côté. Merci Tariq. Jonathan ?
Ouais, alors je reconnais exactement dans cette description. Je pense que c'était vraiment très pertinent. Je pense que voilà, après, peut-être une différence. Alors, je ne sais pas dans notre cas. Donc, dans notre cas, on a certains clients qui sont vraiment des très gros industriels avec qui ce que tu as décrit s'applique exactement. On a aussi des clients qui sont plus petits, qui sont dans des industries où ils doivent être très réactifs. Et donc, voilà, les itérations dans ces cas-là sont sans doute un peu plus faciles. Ils sont aussi voilà, un peu plus ouverts à la nouveauté, à prendre des risques sur des nouvelles technologies. Euh, mais ouais, sinon pour l'essentiel, je pense que ce que tu as dit est vraiment exact. Je change de sujet, du coup, merci beaucoup Jonathan et Tarek et Benoît. Je change de sujet. Jusque-là, on a plutôt raconté que des success stories, c'est-à-dire que des cas où voilà, il y a une problématique métier, on arrive avec des algorithmes de maths, donc d'intelligence artificielle, que ce soit la recherche opérationnelle, le machine learning, les différents outils que vous utilisez. Mais je suppose qu'il n'y a pas que des success stories. Et donc, peut-être, est-ce que vous sauriez nous raconter un exemple un peu pédagogique de quelque chose qui n'a pas marché? Et donc, finalement, à quoi il faut faire attention quand on se lance dans un projet de maths pour l'industrie, quelles seraient les recettes finalement les recettes d'un mauvais projet pour savoir quelle est la recette d'un bon projet, et donc quels sont les usages pertinents des mathématiques, et en particulier celles dans lesquelles vous travaillez, la recherche opérationnelle, le machine learning, pour l'industrie, pour que ça marche. Je ne sais pas qui veut commencer. Qui veut commencer? Je peux me lancer. J'en ai un, je pense, qui m'a marqué. Je pense qu'un des risques qu'on peut avoir, c'est de vouloir modéliser les choses un petit peu trop bien. Notre travail, c'est de modéliser les choses et d'optimiser. Et parfois, on peut vouloir être un petit peu trop jusqu'au boutiste. Je prends un exemple d'un outil qui avait été développé il y a 10 à 15 ans, sur lequel on avait mis plein de paramètres à la main du métier pour pouvoir prendre des décisions en temps réel sur comment recaler, donc décaler des vols, décaler l'heure de certains vols, échanger des avions avec un autre pour essayer de rattraper des retards, etc. Tout ce qu'on appelle la régulation au jour J, qui obéit à un certain nombre de paramètres assez complexes. Et donc, on a mis dans les mains du métier un outil qui était extrêmement beau d'un point de vue mathématique et informatique, mais qui, d'un point de vue opérationnel, était très peu utilisable. Parce qu'avant de lancer une simulation pour savoir quelles décisions ils devraient prendre, ou en tout cas être supportés dans leurs décisions, ils devaient déjà remplir tellement de choses qu'opérationnellement, ils devaient déjà avoir pris leurs décisions presque. J'exagère un tout petit peu, mais quand on doit prendre des décisions en une demi-heure et qu'on met 10 minutes à paramétrer l'outil, 10 minutes à attendre un résultat et qu'on n'a plus que 10 minutes pour prendre les décisions finales, et si on s'est trompé dans un paramètre, se rendre compte que ce n'était pas cohérent, ce n'est pas utilisable d'un point de vue opérationnel. Donc je pense que c'est très important de vraiment se poser la question de quel est le besoin métier et comment l'outil va être utilisé au-delà de qu'est-ce que l'outil est capable de faire d'un point de vue purement théorique et mathématique. Donc, si je comprends bien, on ne peut pas confondre votre métier d'industriel où à la fin il y a besoin d'avoir quelque chose qui marche avec mon métier d'académique où l'important c'est à la fin d'avoir une explication. C'est exactement ça, Axel. Ouais, peut-être un exemple sur un registre un peu différent. Donc, commencer à parler Benoît un peu tout à l'heure. Je pense que l'un des pièges, des fois, c'est de prendre des problématiques par le prisme maths et uniquement maths. Vouloir optimiser un planning, par exemple, et oublier certaines dimensions autour, comme une dimension sociale à côté, par exemple. Si vous avez un opérateur dans une usine qui fait une certaine opération mieux que les autres, et qu'il est capable de la faire avec le meilleur niveau de qualité dans le délai le plus court, et que votre algorithme se met automatiquement à signer cette opération-là, uniquement cette personne-là, bah, elle va perdre en polyvalence, elle va perdre en joie de vivre tous les matins parce que le travail sera trop répétitif, etc. Donc ça, c'est un exemple facilement compréhensible qui fait qu'aujourd'hui, prendre des problématiques uniquement par l'aspect maths
peut des fois créer des dérives. Et donc, il y a tout un ensemble d'enjeux autour, notamment des enjeux sociaux à prendre en compte lorsqu'on fait ces projets. Oui, donc ça veut dire, si j'essaye de te résumer, c'est finalement, pour un bon mathématicien en entreprise ne sait pas faire que des maths. C'est-à-dire que les maths est un outil qui sait mettre au service de l'entreprise, mais qu'il est obligé et il a tout intérêt et il doit se plonger dans les autres problématiques pour comprendre le métier et parfois simplifier sur ces équations pour avoir quelque chose qui soit utile, c'est-à-dire qui réponde dans le temps voulu, avec la simplicité voulue et qui soit utilisable rapidement en fait. Exactement, Axel. Et donc, ouais, pour rebondir sur ce qui a été dit, je pense que faire en sorte de répondre au bon problème plutôt que de répondre très bien à un mauvais problème, c'est vraiment crucial. Et ça on le voit vraiment souvent. On peut avoir tendance à dire tel client a formulé vaguement cette demande, donc je pense que ce qu'il faut, c'est avoir un R de temps et avoir les meilleurs chiffres possibles et ensuite passer beaucoup de temps à optimiser pour se rendre compte à la fin qu'en fait, c'est pas comme ça que l'utilisateur final va utiliser le produit. Et ce qu'il faut, c'est vraiment faire. Il y a un gros travail de réflexion en général, mais qui n'est pas seulement le mathématicien ou le scientifique, qui va avec les équipes commerciales, les équipes qui suivent le projet, etc., de vraiment comprendre quel est le vrai besoin du client. Parfois, ça peut être un besoin beaucoup plus simple qui en fait, qui est assez facile, qui ne nécessite pas de faire des choses compliquées. Parfois, ça nécessite de faire compliqué. Mais en tout cas, être sûr qu'on se lance dans la bonne direction avant de sauter sur voilà, disons, notre domaine de connaissances et de familiarité, de faire des algorithmes et d'apprendre des modèles. Donc, tu dis quelque chose en plus, en fait. C'est finalement, quand on est du côté académique et ce qu'on voit pendant ces études, il y a la modélisation, c'est-à-dire formuler le problème, c'est quelque chose qui est déjà fait, sur lequel on passe 5 minutes au début du cours. Et puis les 55 minutes restantes, on les passe à résoudre le problème qui est bien posé et à faire un algorithme parfait pour ça. Si j'ai bien compris, des grosses différences qu'il y aura entre l'académique et l'industrie, c'est que dans l'académique, voilà, on passe peu de temps sur le problème et tout le monde prend le même, et on passe énormément de temps sur l'algorithme, sur bien le résoudre, alors que pour être pertinent dans l'industrie, c'est presque le contraire. Il faudrait passer les 2/3 du temps à bien formuler le problème pour être pertinent dans ce à quoi on va répondre, et quitte à simplifier un peu sur les algorithmes derrière, voire en mettre des extrêmement une fois qu'on sait que c'est. Et si je peux ajouter à ça, je pense aussi que c'est important de réfléchir nos solutions de sorte à ce qu'elles soient évolutives, parce que les besoins des métiers évoluent dans le temps. Donc, on peut avoir parfois une approche qui va être parfaite pour le besoin à un instant T, mais sur laquelle le métier va ajouter, enfin notre client va nous ajouter une contrainte supplémentaire qui va pas du tout rentrer dans le paradigme et qui va nous demander de remettre à plat toute la modélisation. Et ça, on veut l'éviter. On veut quelque chose qui soit durable dans le temps et qui soit évolutif. Et c'est aussi très important dans notre métier de penser à ça, même si c'est pas un besoin qui est demandé à l'instant T, de se dire on va avoir une solution qui vivra dans le temps. Et alors, une dernière question que je me pose à ce niveau-là, c'est, bon, moi j'ai un algo d'optimisation, vous me dites à la fin que, bah voilà, regardez, l'algorithme, à la fin, il retourne un gradient qui est nul, donc on sait que c'est l'optimum. Je ne suis pas sûr que vous dites ça à votre client, c'est exactement ce qui lui plaît. Et donc, quelle part de votre effort mettez-vous à bien présenter vos solutions, quitte à comparer à l'algorithme finalement? Peut-être que l'algorithme, ça ne suffit pas, il faut aussi un beau logiciel qui le rendent tout simplement facile d'utilisation. Ouais, alors Donc ouais, merci. vas-y, C'est peut-être, j'ai envie de dire, c'est 50-50, c'est toute une partie commerciale aussi, d'explication, de pédagogie, de compréhension du problème et de vraiment expliquer à nos clients, qu'est-ce qu'on va faire pour eux, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en sortir. Et après, voilà, disons que les autres 50%, ça va être fait par les équipes techniques. Et donc, tout ça, c'est fait, bien sûr, main dans la main pendant le projet. Il faut être sûr qu'en permanence, chacun est bien informé de ce qui se passe de l'autre côté. Et voilà, et donc c'est pas forcément
c'est pas forcément le sales qui réfléchit, qui pense au client et le matheux qui pense à son problème. Le matheux, il doit aussi être capable de comprendre, parce que des fois, les clients sont techniques. Il faut que le matheux puisse lui-même analyser ce qu'a dit, ce qu'a dit la personne technique chez le client et vraiment comprendre ça aussi pour répondre au bon problème. Alors, tu avais quelque chose à dire, Tariq, ou je... Ouais, bien sûr. Donc, je pense que c'est en particulier vrai quand on fait du logiciel. La création de valeur, quand on fait du logiciel, elle démarre par de l'usage. Elle démarre quand une solution elle est acceptée par les utilisateurs et souvent pour qu'elle soit acceptée, ils ont besoin de la comprendre et de pouvoir la palper, des fois essayer de refaire les choses à la main, s'assurer qu'ils retombent sur à peu près le même résultat, etc. Donc très souvent, quand on est centré sur les utilisateurs, donc faut bien les connaître, faut être capable de leur expliquer les choses. Mais souvent, ce qui les intéresse, c'est pas forcément le gradient qui est nul. Ce qu'on dit souvent, ce qu'on achète, c'est pas une perceuse, c'est un trou dans un mur. Et donc il y a des paradigmes d'approche et de construction de produits et qui sont mis en place en tout cas dans les équipes de logiciels et qui sont portés par ces équipes-là, donc par les gens qui font plus de produits que de maths et qui, eux, ont l'habitude justement de traduire des problématiques métiers, des besoins utilisateurs, des contraintes réelles pour un matheux et pour appréhender le problème par le bon angle. Donc, c'est relativement séparé dans les personnes qui font ça. Benoît, j'ai l'impression que tu souscrivais. Complètement, complètement. C'est vrai qu'on va jamais écrire que le gradient est nul, hormis si le directeur qu'on a en face est un ancien du département. Il y a tout un enjeu de présenter les résultats de manière à répondre aux enjeux business et pas aux enjeux mathématiques. Et donc, je reviens là-dessus, où on a parlé un peu du concret de ce que font les matheux dans vos entreprises. Du coup, j'en arrive au point, on est au forum Emploi Maths. Quels seraient le ou les profils de matheux que vous rêvez de recruter dans vos entreprises? Allez, Tariq, je te laisse commencer. Ouais, avec plaisir. Nous, on a plusieurs postes ouverts aujourd'hui. Les profils de matheux les profils rêvés de matheux, c'est des gens qui ont une double compétence sur à la fois des maths et de l'ingénierie logicielle. Et donc, concevoir des algorithmes ou des choses avec le bon niveau d'abstraction pour que ça serve dans des environnements de production et dans plusieurs cas d'usage. Mais aujourd'hui, quand on est matheux, on peut travailler sur des problématiques en tant que data scientist, sur des problématiques purement orientées maths, et des problématiques sur lesquelles on peut travailler autour de l'ingénierie de la donnée, de comment organiser les données et l'information correctement pour que ça puisse être facilement interopérable avec les bons algorithmes. Il y a des matheux qui, soit dès le début de leur carrière, soit un peu plus tard, bifurquent vers des rôles un peu plus liés aux produits. Et donc, c'est des gens qui sont à la croisée entre les maths, les équipes de développement logiciel et les besoins des clients et des utilisateurs et qui font office de liant justement entre ces différents métiers. Et souvent, le fait d'avoir un background, un bagage en mathématiques, ça permet d'aborder les problématiques avec à la fois le bon niveau d'abstraction et le bon niveau de technicité. Et puis, il y a aussi des matheux qui vont directement vers des problématiques d'ingénierie logicielle, tout simplement. Et donc là, pareil, avoir les bonnes approches système avec les bons niveaux d'abstraction, c'est des compétences qui servent à résoudre ces problématiques d'ingénierie, même s'il n'y a pas forcément tout le temps des maths là-dedans. Donc pour résumer, nous, on recrute des matheux à la fois pour des problématiques de maths, des data scientists, pour des problématiques d'ingénierie de la donnée, pour des problématiques produits et pour des problématiques de développement logiciel. Donc, on couvre presque toute l'entreprise, en fait. Alors, une entreprise, il y a d'autres métiers aussi. Il y a du marketing, il y a des ventes, il y a des déploiements, il y a de la finance, il y a du recrutement. Mais sur les aspects technologiques et produits, oui. Et les mêmes rôles que dans mon entreprise. Donc.
Comment? Non, et je disais les mêmes rôles que dans mon entreprise. Je pense que voilà, je suis assez aligné. Enfin, c'est le même type de profil qu'on recherche. Peut-être en termes de compétences particulières. Donc, bon, tous les gens qu'on recherche, on souhaite qu'ils aient des bases en développement et aussi en machine learning, puisque c'est un peu la base de ce qu'on fait. Mais on cherche en général pas forcément des experts. Donc, c'est plutôt des gens qui ont des bases et qui comprennent vite, qui apprennent vite. Et après, donc dans les profils techniques, on a un peu deux profils principaux, disons. Certains profils qui sont plus orientés R&D, donc vraiment pousser le produit, l'améliorer, permettre de le rendre plus robuste, meilleur, répondre à de plus en plus de cas de plus en plus difficiles avec de moins en moins de données. Et voilà, et faire en sorte que ça améliore le produit. Et un autre type de profil qui est plus orienté projet, sur les projets clients. Et donc là, il y a peut-être un aspect aussi humain et comme on expliquait, de compréhension des problématiques, répondre aux bons problèmes et délivrer des résultats au bon moment pour montrer aux clients que notre technologie marche. Je vais marcher sur les plates-bandes de Tariq et Jonathan. On cherche des profils assez similaires. Peut-être aussi mentionner qu'il est plus difficile de trouver des profils en recherche opérationnelle aujourd'hui que ça l'était par le passé. On a plus de facilité à trouver des personnes sur les profils de data scientist. Donc des profils de personnes qui aiment les mathématiques appliquées, qui aiment optimiser les choses, aiment faire de l'aide à la décision avec cette double compétence informatique-mathématique et cette adaptabilité aussi au métier, au discours et à la compréhension des enjeux business. C'est vraiment ça qu'on recherche et je pense que ça a été mentionné, mais la capacité d'apprendre et de remettre en question ce qui a été fait par le passé et de continuer à avancer, c'est quelque chose d'extrêmement clé sur nos domaines de compétences qui évoluent tout de même très vite et sur lesquels il faut en permanence se remettre en question. Donc, je pense que c'est aussi une compétence clé à avoir. Et alors, là-dessus, une petite question, c'est 2 sur 3 parmi vous ont fait une thèse. La thèse pour basculer dans l'entreprise derrière, vous avez un avis? Est-ce que ça vaut J'y le vais. Est-ce que ça vaut le coup? J'y vais. Personnellement, je trouve que oui, et je vais l'amener sous deux angles. Sous l'angle personnel d'avoir fait une thèse, je pense que ça m'a apporté beaucoup de compétences, à la fois techniques certes, mais peut-être même surtout des compétences, des soft skills quelque part, cette capacité à prendre du recul, à prendre une problématique de très haut niveau, à la décortiquer, l'analyser et l'attaquer de la bonne manière, à travailler en autonomie. Et donc, je pense que ça m'a apporté beaucoup de compétences que j'utilise depuis que je suis en entreprise et qui m'ont permis de progresser et d'avancer dans l'entreprise. Donc, je pense que personnellement, avoir fait une thèse, ça fait que je suis quelqu'un de différent aujourd'hui et plus efficace en entreprise. Et la deuxième réponse que je vais apporter à ça, c'est qu'en tant que recruteur, ça m'intéresse aussi de recruter des personnes qui ont fait des thèses parce que justement, ces compétences que je viens de mentionner, elles sont très présentes la plupart du temps chez les personnes qui ont fait des thèses. Et l'histoire nous montre que les personnes qu'on a recrutées qui ont fait des thèses se sont toujours plu chez nous et ont toujours apporté beaucoup de choses à notre département. Donc, je pense que c'est des bonnes raisons pour faire une thèse. Ouais, alors je suis d'accord, effectivement. Donc, la thèse m'a beaucoup apporté. Je pense que ça apporte aussi beaucoup ça permet de prendre de la hauteur sur des problèmes, d'apprendre à se poser les bonnes questions et pas seulement résoudre des problèmes. Ensuite, en général, je ne suis pas sûr que je conseillerais une thèse pour aller en entreprise. Je pense que la thèse, pour moi, c'était presque une finalité en soi. J'ai un problème qui m'a passionné, je me suis lancé dedans et je pense que ça, c'est une bonne raison de faire une thèse. Faire une thèse seulement pour avoir un avantage au niveau du recrutement, enfin en tout cas en ce qui me concerne, notre entreprise, je ne suis pas convaincu que ça soit la meilleure idée. Nous, bon, on est très heureux d'avoir des gens qui viennent chez nous qui ont des thèses. Je pense qu'il y a énormément de qualité. On ne ferme pas la porte aux gens qui n'ont pas de thèse non plus. Voilà, À titre personnel.
il y a un petit écho. À titre personnel, je suis d'accord avec ce qui vient de se dire. Donc, on recrute à la fois des gens qui ont fait des thèses, des gens qui n'en ont pas fait. À titre personnel, je n'ai pas fait de thèse. Mais ce qu'on remarque, aussi, c'est que les gens qui ont fait des thèses, en tout cas les pélicans chez nous qui ont fait des thèses, ont tendance à aller beaucoup plus en profondeur sur une approche très différente, en tout cas des problématiques, très structurée. Ils sont très en profondeur sur les problématiques et prennent une problématique et la prennent souvent sur la durée, versus, mais c'est pas une généralité, c'est une tendance que l'on observe, versus d'autres profils qui n'ont pas fait de thèse, qui papillonnent plus facilement entre les différents sujets. Donc, ce n'est pas un critère pour nous qui est discriminant, mais on est très ravis d'avoir des gens qui ont fait des tests chez nous. Et puis si je peux ajouter un mot, je rejoins complètement ce qu'a dit Jonathan, ne faites pas une thèse pour faire une thèse, pour la suite que ça peut vous donner en entreprise. Faites une thèse parce que vous en avez envie ou que vous vous destinez à une carrière académique. Ça, ce sont des bonnes raisons. Et il sera toujours possible d'aller en entreprise après, si vous changez d'avis au bout des 3 ans de votre thèse. Donc, ça ne vous ferme pas des portes de faire une thèse, mais c'est pas non plus le seul moyen d'aller en entreprise, loin de là. Il faut savoir aussi que la thèse, alors peut-être que c'est un petit peu mieux en Suisse, mais elle est encore trop peu valorisée en France dans les entreprises. Donc, c'est pas forcément l'expérience que vous mettrez le plus en avant. Il faudra plus mettre en avant les compétences que vous avez pu développer. Et vous voyez, on est 3 personnes qui recrutons ici autour de la table. On est tous d'accord pour dire que ces compétences-là nous intéressent. Donc, ça peut être vous conforter si vous hésitez aujourd'hui à faire une thèse. Ça, le point de vue du directeur de thèse, de plusieurs thèses maintenant, c'est que effectivement, il faut faire une thèse principalement parce qu'on a envie d'en faire une et pas comme outil stratégique au passage. On est presque au bout, donc je voulais vous laisser à chacun le mot de la fin, ce que vous voulez nous dire de manière plus libre sur votre entreprise, sur la table ronde, ou je ne sais pas. Hein. Je vois que Tariq fait un petit sourire. Est-ce que tu veux commencer ou Je sais pas, j'ai rien préparé pour la conclusion, mais merci déjà pour l'invitation. Peut-être un mot pour les étudiants. Je pense que vous êtes infiniment plus chanceux que les générations précédentes. Si vous avez l'ambition de faire des maths et pour de l'industrie en tout cas, on en est au tout début. Il y a plein d'opportunités, à la fois en entreprise, mais de ce qu'on peut faire des maths et des nouvelles applications, parce qu'il y a plein de tendances, il y a plus de données que jamais, il y a de plus en plus de capteurs, de l'IoT. Il y a de quoi s'amuser. Et puis, si vous souhaitez postuler chez Pelico, n'hésitez pas à aller sur notre site web. Voilà. Merci Tariq, merci à toi. Jonathan? Oui, bah, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce qu'on a dit. Je pense qu'on a déjà beaucoup parlé de nos entreprises. J'espère qu'on a pu éveiller un peu votre curiosité aussi, et que vous avez un peu une vision un peu plus claire de ce que ça peut être, les maths et le machine learning en entreprise. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à poser des questions ou à nous contacter. Je ne sais pas si Axel, tu comptais passer des contacts, mais Bon, n'hésitez pas au moins à aller si voir vous êtes sur d'accord, on mettra des contacts que envoyez-moi les contacts et on les mettra sur la page de la table ronde. Super. Benoît? Je pense que tout a été dit. Merci Axel, effectivement, d'avoir organisé cette table ronde. J'espère aussi qu'on a répondu à la plupart de vos questions. Et puis, si jamais vous en avez d'autres, à n'importe quel moment, n'hésitez pas à nous contacter les uns ou les autres. Ce sera un plaisir d'essayer de guider des personnes qui sont passionnées comme nous par les maths dans leur cheminement vers l'entreprise. Il y a tous les trois. Et puis peut-être un dernier mot cette fois-ci du chercheur qui lui est du côté académique mais a plusieurs partenariats industriels, c'est que même si pour ceux qui vont dans l'académique, ne sous-estimez pas l'intérêt des problématiques industrielles. C'est-à-dire si j'ai un retour à faire constant sur les problèmes que j'ai découverts en travaillant avec différents industriels, c'est que les problématiques sur lesquelles on tombe sont généralement relativement difficiles, sinon ils ne nous auraient pas donné, profondes d'un point de vue mathématique et absolument passionnantes. Et que quand on trouve un algo et qu'on voit qu'il passe par hasard qu'il arrive à passer en prod chez un industriel, c'est quand même
extrêmement sympathiques. Donc, je vous engage tous à faire des maths dans l'industrie ou dans la recherche académique, mais à ne surtout pas penser que c'est des mondes qui sont complètement scellés l'un par rapport à l'autre. Il y a des passerelles et on a tous intérêt à les développer. Un très grand merci à Tariq, Jonathan et Benoît d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Et je souhaite donc à tous les étudiants la meilleure entrée possible sur le marché du travail, côté industriel ou côté académique. Merci à tous. Au revoir.